Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Côté Canap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jessie, la gérante passionnée derrière le concept unique du bistrot brocante, La Force d'un rêve, situé à Perruet en Belgique. Dans cet épisode sincère, Jessie nous ouvre les portes de son aventure entrepreneuriale. Elle nous raconte la genèse de cette idée originale, comment elle a osé transformer son rêve en réalité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec courage et transparence, Jessie partage également avec nous les raisons qui l'ont poussée à prendre la difficile décision de mettre fin à ce projet. Préparez-vous à être inspiré par la force, l'honnêteté et la bienveillance de Jessie, dans un témoignage qui nous rappelle que chaque aventure, qu'elle se poursuive ou qu'elle se termine, est une source d'apprentissage et de croissance. Accrochez-vous et bonne écoute avec Côté Canap. Bonjour Jessie et bienvenue dans Côté Canap. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ok, donc moi c'est Jessie Compère. Je suis actuellement patronne d'un bistrot brocante qui s'appelle La Force d'un rêve à Perruet. Ouais. Bistrot brocante, le mot l'indique bien, ça s'appelle La Force d'un rêve et donc du coup c'est l'association de deux passions. Donc déjà ma passion pour les produits locaux, la cuisine, l'univers bar, bistrot mais plutôt tranquille, avec un décor plongé au milieu d'une brocante en fait. Et comment ça t'est venu cette idée d'associer les deux en fait ? Tu avais déjà vu ça quelque part ? Ouais, en fait en allant au Canada, quand j'avais 19 ans, j'allais dans un bar, mais en même temps c'était une friperie qui s'appelait Eva Abbé à Montréal, avenue Sainte-Catherine si mes souvenirs sont bons. C'était un endroit où je passais beaucoup de temps et je me rappelle il y avait une énorme bibliothèque et un très grand comptoir avec des pâtisseries, beaucoup de produits véganes, des produits bio, et en même temps on était plongé dans un univers de fringues. C'était un truc de dingue parce qu'il y avait 5 étages, il y avait même un sous-sol. Dans le sous-sol c'était tout ce qui était costume, etc. En haut ce qui était vintage, et plus on montait dans les étages, plus on avait des vêtements de marque ou pas, où il y avait un étage que pour les hommes, que pour les femmes, que pour les enfants. Donc c'était un bistrot friperie là. Dans ce cas-là c'était vraiment plus de la fripe, et c'est vraiment un endroit que j'ai adoré, mais surtout parce que je m'y sentais vraiment bien, il y avait vraiment un univers. Et les gens qui y bossaient, en fait, c'était une sorte de collab comme ça. Enfin, je pense pas dire de bêtises, mais je pense que c'était dans ce principe-là. Donc, ils n'avaient pas forcément une rémunération en fonction de leurs heures, mais plus un échange. Je sais qu'en haut, c'était un peu auberge espagnole. Voilà, c'était vraiment un système bon vivant comme ça que t'avais. Et toi, c'est à ce moment-là que tu as eu cette idée de te dire, moi, j'ai envie de faire pareil, ou ça a mûri? En fait, ça m'a inspirée, mais depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je travaille dans des restaurants, dans des bars, etc. Ouais. Depuis cet âge-là, je me suis toujours dit que c'était vraiment un univers dans lequel je voulais évoluer et qu'un jour j'ouvrirais quelque chose. Et en allant là-bas pour d'autres raisons, en fait, je me suis redécouverte un peu parce que j'avais vraiment besoin de ça. Cet endroit, voilà, il y avait cet endroit, il y avait aussi un autre bar qui s'appelait l'Escalier, qui était un peu dans le même univers. Il y avait pas de brocante, mais par contre, l'univers, c'était que de la récup. Ils ne la vendaient pas forcément au niveau de la déco, les chaises, etc. Mais c'était un peu le même principe. Et je me suis vraiment dit, waouh, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'emmener chez moi. Et les brocantes alors ? Les brocantes. Alors les brocantes, ça vient vraiment de mon grand-père maternel, qui en fait a toujours aimé chiner et ramasser. Un vrai bourrin, il vient du bourrinage. Et lui, son truc, ça a toujours été de récupérer des vieilles choses, de les réparer, rafistoler, de les réutiliser, de les remettre chez lui. Et donc, on a toujours eu un peu ce truc, ma sœur, mon frère et moi. Il faut savoir que mon frère est passionné d'anciens jeux de société, de jeux gaming aussi, vite fait. Mais lui, son truc, c'est vraiment les jeux de société à la base. Ma sœur, c'est les fringues. Et moi, c'est les meubles et la déco. Vous complétez à trois. De ouf, on se complète vraiment. Ça nous vient vraiment de là, je pense. Ça vient vraiment de mon grand-père. On a vraiment grandi dans cet univers-là. Ma maman est un peu comme ça aussi. Et depuis tout petit, déjà, on n'a jamais eu honte enfin, il y a pas à avoir honte, mais je veux dire, souvent, quand on est adolescent ou enfant, avoir des trucs de récup, ça passe toujours un peu moins à l'école, cette perception de seconde main qui était pas toujours bien vue à une certaine époque, mais je pense que ça, la donne, elle a changé un clairement, peu. clairement, maintenant, c'est tendance. Ouais, c'est tendance et c'est une mode. À l'époque, même si j'ai que 32 ans, ça l'était pas trop, qu'on se le dise. Je me rappelle, en secondaire, c'était très comique, hein. J'avais vraiment des copines parfois qui me disaient, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Et j'aimais beaucoup. Et alors, t'as lancé ce projet quand exactement, La Force ? J'allais avoir 26.
Je dis n'importe quoi. 24, pardon. J'avais 24 ans. Oui, c'est assez jeune donc, pour se lancer dans un business. Ouais, quand même. C'est conséquent. Tu étais toute seule pour lancer ça? Ouais. Donc à la base, mon projet, c'est vraiment un projet solo dans lequel est venu s'introduire mon compagnon de l'époque, qui est toujours d'ailleurs, Christo, et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu pour le projet en lui-même, enfin surtout pour la carte et le côté restauration. En ce qui concerne la brocante, la déco, l'univers, etc. Ça c'est plus propre à moi parce que c'était vraiment mon projet. Mais par contre, on a travaillé ensemble 3 ans presque, 3 ans et demi, un truc comme ça. Et puis voilà, nos chemins se sont séparés. Voilà. Et ça a été pour trouver ton local et tout, les démarches pour lancer ça, comment ça se passe? C'est facile de se lancer comme ça à 24 ans, trouver un local qui corresponde à cette attente de brocante, trouver le temps peut-être de chiner aussi, c'est pas évident. Comment tu fais? Comment ça se passe? Tu dois aller toquer aux portes des banques pour un projet pareil? Alors, moi j'ai fait ça de manière assez peut-être particulière ou non, je sais pas, il y a sans doute d'autres personnes dans le cas. En fait, à l'époque, j'avais suivi 2 formations, une formation Food Happy, donc concernant tout ce qui était la nourriture, oui, la nourriture en général, mais tout ce qui était produits locaux et bio. Ce sont des porteurs de projets en fait. On a accompagné. Moi, j'avais fait des pieds et des mains parce qu'en fait, j'ai voulu commencer la formation, mais c'était pas du tout au bon moment. J'ai beaucoup insisté et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ma coach de l'époque qui s'appelle Alice Catrix, qui m'a vraiment soutenue, qui a cru à fond dans mon projet et qui m'a vraiment aidé à l'élaborer. Et j'ai suivi en parallèle une formation Azimut à Mons, qui est aussi une structure qui aide les jeunes entrepreneurs à se lancer dans un projet, peu importe lequel. C'est hyper vaste, donc ça peut être dans la restauration, comme des personnes qui souhaiteraient être Instagrammeurs, parce qu'on en a parlé une fois en rigolant avec ma coach, et elle me dit mais non, mais vraiment, nous aussi on fait ça, on aide aussi des gens à se lancer sur Internet ou sur les créateurs de contenu. Donc il y a un panel de possibilités quand même assez importantes, et donc en fait c'est des personnes qui te suivent jusqu'à ce que tu ouvres ton projet, jusqu'à ce que vraiment ça soit mis en place. T'es un peu écolé comme ça, c'est ça. T'es vraiment coaché en fait, et c'est étape par étape. Voilà, moi je l'ai suivi. Donc Azimut, je l'ai suivi en ligne, même si j'avais quand même beaucoup de rendez-vous parce que j'avais besoin d'être rassurée, d'avoir un côté humain, vraiment avoir quelqu'un de présent. Avec la formation Food Happy, là Alice et moi, enfin voilà, en plus humainement parlant, ça a collé tout de suite. C'est vraiment une vraie coach. Elle fait vraiment partie des gens qui m'ont réellement aidé à réaliser mon projet. Je pense vraiment que ça n'aurait pas du tout eu la même tournure. Elle a vraiment compris mes besoins, mes envies. Elle a compris le projet. Elle a vraiment. Donc ça, je pense que c'est hyper important déjà dans tous les cas pour les gens qui nous écoutent, voilà, et qui veulent se lancer. C'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment un truc que j'ai appris. Et donc, je suis hyper reconnaissante parce qu'au final, c'est vraiment, je dis tout le temps, c'est un cadeau de la vie comme ça parce que ça aurait pu être une autre personne, et je pense vraiment que voilà, je le sais pas, je le saurai jamais, et tant mieux du coup parce que ça s'est pas. C'était une bonne rencontre, bon moment. Ouais, vraiment. Tu peux nous expliquer un petit peu, parce que pour les auditeurs, ils ne voient pas ton lieu. Quel lieu tu as trouvé? Qu'est-ce que c'est exactement la force d'un rêve? Pour la recherche du lieu, donc ça fait partie des étapes du coup qu'on suit dans la formation. J'avais déjà visité pas mal de lieux, et en fait, je suis rentrée la première fois à la force d'un rêve, et c'était encore une agence immobilière à l'époque, donc sur la grande place de Pervé. J'y rentre et donc j'explique un peu, mais sans expliquer mon projet parce que je voulais vraiment que ça reste secret. Je me rappelle à l'époque, le monsieur, j'avais eu cette impression, c'est une impression parce qu'au final pas du tout. Il me dit donc en gros tu vas sans doute faire un bar à cocktail comme tous les jeunes de maintenant et tout. Et donc j'étais un peu frustrée de sa réaction, mais j'ai rien lâché, j'ai pas parlé de mon projet. En sortant d'ici, j'étais encore avec mon compagnon, du coup Clément à l'époque. Et je lui dis mais c'est ici que je veux le faire. Et là il me dit non mais c'est pas possible, c'est une agence immobilière, les locaux sont pris. Je dis non mais c'est sûr, c'est ici que je vais le faire. La force d'un rêve, ça sera ici. 6 mois plus tard, ils ont fermé, ils ont déménagé. J'ai contacté le propriétaire et j'ai eu le bâtiment. Pourquoi ce bâtiment? Parce que quand j'étais plus jeune, c'était le magasin Caractère où on vendait tous les sacs Kipling que je ne pouvais pas forcément m'offrir, les petits trucs Lidl, les Bic et tout, tu sais. Et en fait, du coup, c'était les mêmes propriétaires qui avaient cette boutique qui avaient encore le bâtiment. Quand je leur ai expliqué le projet, leur fille venait de racheter le bâtiment à ses parents, pardon. Et parce que, voilà, ils ont de l'âge, et puis il y a des apparts, etc. C'est un bien qu'il faut entretenir et qui nous demande du temps. Elle était hyper enjouée par
par le projet. Elle m'a dit bah c'est ok, on y va, je te laisse ta chance. Ça s'est passé comme ça. Et c'est quoi. quel type de lieu qu'on sache un petit peu ça? Ah oui, c'est vraiment un lieu un peu à c'est caractère. atypique, c'est vrai. J'ai oublié de le préciser. Ce qui est super beau, c'est que c'est vraiment un immeuble qui a une histoire. Et c'est l'ancienne imprimerie Colin, en fait. Il y a eu 5 générations de la famille Colin qui ont vécu ici. Et en bas, c'était un magasin dans lequel ils vendaient ce que eux produisaient, de la papeterie, des stylos, etc. Ouais, vraiment une papeterie, en fait. Je ne sais pas, par contre, si vraiment l'imprimerie a été fondée ici. Mais en tout cas, au niveau de la famille, je sais qu'ils étaient ici. Et il y a eu une boutique qui s'appelait du coup l'imprimerie Colin. Enfin, la papeterie Colin, pardon. Tu as réussi à trouver un lieu qui avait vraiment une âme et qui, quelque part, corresponde à ce que tu voulais insuffler, ce côté brocante, ancienneté, côté histoire. C'est un peu le coup de cœur. Ah ouais, clairement. Le lieu est vraiment adapté au projet. Il y a du parquet partout, le carrelage est ancien, il y a encore des vieilles cheminées en marbre, ouais, les plafonds sont hauts. Enfin, je pense que je pouvais pas rêver mieux. Et puis j'ai 2 magnifiques grandes vitrines où il y a encore le vestige. D'ailleurs, c'est encore noté imprimerie Colin sur le dessus de la porte. Mais encore une fois, je sais pas si c'était ici les ateliers, mais en tout cas, ils vendaient leurs produits ici. C'est une chance incroyable parce qu'il y a vraiment des traces de leur passé ici. Plein de gens, quand ils rentrent ici, me disent « Ah, mais quand j'étais enfant, je venais chercher mes cahiers. » Plein d'histoires des gens de la région. Ouais, c'est vraiment chouette. Et puis c'est ici aussi qu'a été fondé le calendrier Le Petit Farceur. Je sais pas si tu vois où t'arraches chaque page avec une blague derrière. Donc je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'occasion de raconter aussi une histoire. Toutes les anecdotes du lieu. C'est en quelle année que tu as lancé du coup la force dans ce bâtiment? J'ai ouvert précisément 7 mois avant le Covid. Dure période. Ouais. C'était compliqué. Je m'y attendais absolument pas. C'est 2019, c'est ça? Ouais. 2019. Donc voilà. 7 mois après l'ouverture. T'as vécu déjà une belle épreuve. Ouais. Ça a été dur. Franchement, c'était pas évident. Bah surtout que j'ai travaillé dans la restauration pendant pas mal d'années avant, toujours en extra-jobiste ou en tant qu'étudiante, jamais vraiment en tant que salariée aussi, en plus d'un autre boulot. Mais là, faire ça à 100% et à mon compte, c'était vraiment la première fois. Donc j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de crainte. On ne répondait pas à nos questions, mais sans reproche aucune, parce qu'au final, je pense que c'était le cas de tout le monde dans n'importe quel domaine. On savait pas du tout. Et toi, tu avais cette jeunesse et cette inexpérience qui font que c'est un stress en plus clairement, que t'as dû vivre. Tu as réussi à passer cette épreuve, tu as réussi à quand même malgré tout ouvrir après le Covid. Quel concept tu as lancé exactement? Qu'est-ce que tu proposes comme service à la force? À la base, parce que maintenant entre-temps ça a changé, ça a évolué. À la base, je proposais des brunchs tous les dimanches avec des produits soit locaux, soit bio, des produits maison de notre région ou pas, ni bio, mais c'est des produits un peu particuliers que j'associe avec d'autres produits de chez nous. Je propose de la petite restauration, des salades composées, des croque-monsieur, des potages, des bières. Là, par contre, il y a un petit panel, il y a vraiment un mélange entre des bières un peu plus connues, un peu plus industrielles, que je sélectionne quand même. J'ai envie d'avoir des bons produits et des bières qui sont vraiment issues de mon entourage, des microbrasseries, des brasseries un peu moins connues de la région. Le principe est assez simple, hein. Je joue vraiment sur la simplicité dans le sens où, on peut manger un petit quelque chose, boire un bon verre de vin comme une bonne bière et découvrir des produits. À côté de ça, l'après-midi, c'est possible aussi de prendre juste un dessert, un latte. Et de jouer à un jeu de société. Et de jouer à un jeu de société aussi. Et de chiner en même temps, du coup, parce qu'on a une pièce à l'arrière qui est réservée à la chine. Voilà, il y a tout un panel d'objets qui est en vente et où les gens peuvent chiner, se flâner. Dans ta clientèle, il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment pour les brocantes ou c'est un bonus? C'est un bonus. C'est clairement un bonus. Après, c'était clairement pas l'objectif parce que souvent j'ai des clients qui me disent ça et quoi, ça fonctionne, la brocante. C'est vraiment un bonus maintenant. On ramène un petit souvenir. Voilà, c'est ça. On a passé un bon moment. T'achètes quelque chose pour te faire plaisir. Puis je mise moins sur la communication par rapport à ça. Au début, je misais beaucoup là-dessus parce que j'aime bien, tout simplement, parce que ça me passionne, parce que j'aime bien aussi quand les gens me posent des questions sur certains objets. J'ai quand même eu. Bon, j'en ai encore quelques-uns, mais j'ai quand même eu des objets, quand même des chaises tonnées. J'ai eu des bras articulés d'une pharmacie. J'ai eu quand même pas mal de trucs un peu spéciaux. Mais voilà, c'est plus vraiment l'aspect bistrot, mettre en avant.
Ouais. Et par rapport à justement cette ambiance bistrot, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur les clients qui sont déjà passés dans ton établissement? Alors ouais, j'en ai plein, mais je sais pas si je peux toutes les expliquer. Déexplicable. Ouais, en fait, ce qui est chouette, je trouve, dans ce métier, j'ai aucun regret parce que du coup, je peux dire aussi que je compte arrêter. Oui, pas de souci. J'arrête au mois de septembre pour d'autres projets personnels et professionnels. Pour le moment, je suis ouverte uniquement les week-ends parce que je retravaille la semaine, donc vendredi, samedi et dimanche. Et avant, j'étais à temps complet, donc du mercredi au dimanche. Faut savoir que c'est un métier qui est quand même assez énergivore, tant dans le positif que dans le négatif, mais le positif, franchement, ça prend quand même le dessus. Il y a des moments où on est obligé. Enfin, voilà, il faut vraiment penser aux choses intéressantes et nourrissantes qu'on reçoit chaque jour parce que dans l'ensemble, ce qui est négatif nous touche beaucoup plus et a un plus gros impact, mais en réalité, c'est moindre. C'est comparé au retour positif, enfin, franchement, c'est vraiment c'est un film comparé au reste, c'est vraiment pas du tout la même chose et c'est pas équivalent, c'est pas le même pourcentage. Est-ce que c'est le côté, l'aspect rencontre, l'aspect humain qui te plaît dans ce métier? Oui, clairement. Ouais, que tu recherchais? Ouais, parce que vraiment, on a des gens de partout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, encore une fois, on a à Perouet, mais il y a vraiment des gens qui sont de passage. Ici, on a beaucoup de néerlandophones, notamment. Une fois, j'ai eu une grande table d'Américains. Alors, c'était drôle parce que moi, je parle pas du tout anglais. C'était mon étudiant de l'époque. Je lui dis, écoute, Hakim, va falloir que tu gères parce que moi, là, je ne comprends rien du tout. Et bref, on s'est débrouillé et en fait, ils étaient en train de faire un voyage où ils visitaient chaque brasserie belge. Ils faisaient un parcours dans la Wallonie de toutes les brasseries, des petites brasseries comme des grandes, et ils passaient par des endroits assez atypiques où ils pouvaient se restaurer. Et apparemment, j'étais dans un livre, j'étais référencée dans un livre conseillé pour les bières peut-être, qui conseillait de passer ici. Donc c'était hyper chouette. Déjà juste la rencontre, juste parler de ça, etc. Enfin, c'était hyper cool. Déjà ça, il y a eu des personnes ici il y a pas longtemps. J'ai une dame un peu plus âgée qui avait vu un de mes posts sur Facebook et qui m'a dit en fait ça fait des mois et des mois que j'ai envie de venir mais seule j'ose pas. Puis elle me dit mais maintenant que je suis ici je me rends compte que c'est hyper bienveillant, que c'est une bonne ambiance et en tant que femme on peut être ici seule. C'est pas une ambiance café en fait que tu as, c'est plus une ambiance bistrot où on peut lire son livre tranquille. C'est ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris son café et son livre juste là et la porte était ouverte parce qu'il y a 2 semaines je pense il y avait un peu de soleil et donc j'avais ouvert la porte et elle était là, elle profitait du soleil comme ça tranquille, elle lisait son livre, elle était vraiment enchantée, elle m'a même acheté des assiettes. Ouais, c'est vraiment une ambiance comme ça. Je voulais aussi, c'est un point important, je voulais vraiment que les femmes et les adolescents se sentent en sécurité ici quand ils viennent boire un verre, que ça soit pas forcément l'alcool qui prime aussi toujours. Il y a des chouettes produits qui sont pas alcoolisés et que je vends énormément aussi, donc ça aussi c'est chouette. C'est vrai que tu as cet aspect vente d'alcool qui parfois peut être nuisible aussi. Comment tu fais pour canaliser ça justement, les débordements ou... Ça s'apprend, c'est un truc de fou, ça s'apprend vraiment. Et je crois qu'au bout d'un moment, je suis assez fière de ça. C'est pour ça aussi que je pense que mon projet, moi personnellement, j'arrive à ma fin entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que ça va, j'ai 32 ans, j'ai encore plein de choses à faire et à découvrir. Je pense que j'ai vraiment apporté tout ce que je pouvais apporter ici, dans le sens, je pense maintenant, je touche du bois parce que c'est bientôt l'été. Souvent l'été, il y a un peu plus de débordements. Je trouve que j'ai vraiment réussi à avoir une très chouette clientèle, avoir une clientèle hyper intéressée par ce que je fais. Ce qui n'a pas été le cas, ça a été vraiment compliqué au départ. J'ai une clientèle qui me respecte. Dans la plupart des cas, franchement, c'est assez rare qu'il y ait un débordement. C'est arrivé, mais beaucoup moins maintenant. Parce que je pense qu'ils ont compris que j'étais vraiment là pour donner de l'énergie. Ce que je fais, je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, moi je suis pas là pour me faire insulter, que les gens soient ici dans des états pas possibles, c'est pas le but est vraiment de passer un bon moment et d'en garder un beau souvenir. Au niveau de l'alcool, comment je gère ça? J'ose dire stop en fait, chose que j'arrivais pas à dire avant. Et pourtant on me l'avait dit, mais tu dois juste dire stop, encadrer, mais c'est pas évident. Franchement, parfois t'es face à un castard, t'oses pas dire non. Oui, en tant que femme et aussi. Voilà, en tant que femme, c'est un aspect qui est pas évident. Et en fait, maintenant, j'ose parce que j'aurai quand même une terrasse pleine avec tout un tas de gens qui seront prêts à se lever et à m'aider, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs, où les gens sont intervenus en disant non, mais monsieur ou madame, elle a dit stop, c'est stop. Et tu as une belle communauté en fait dans ta clientèle. Ouais, vraiment. Est-ce que c'est aussi lié avec les réseaux sociaux? Tu travailles beaucoup avec des publications. Ça t'aide pour la visibilité, les gens qui
qui viennent, qui poussent ta porte? Tu te Oui, rends compte que clairement. c'est les réseaux qui t'aident à aller Je là? pense que ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de bouche à oreille, Ouais. ça c'est sûr. Mais je pense que les réseaux sociaux, maintenant, voilà, il y a vraiment pas de secret, ça passe vraiment par les réseaux. C'est hyper important. Et puis réseauter aussi, moi j'ai toujours des cartes de visite sur moi, ça paraît toujours un peu bateau. Mais quand je vais chez un autre indépendant un peu plus loin, ça m'arrive très souvent. J'ai eu le cas une fois à Carnon, j'ai pris un sandwich dans une petite sandwicherie, toute petite, hyper sympa. Le monsieur, il fait beaucoup de choses maison. Et là aussi, c'est une déco un peu brocante, etc. Il vend pas, mais c'est voilà, c'est son décor. Je l'ai complimenté en disant que c'était vraiment sympa, que je trouve ça cool qu'il fasse toutes ses préparations lui-même. Et là-dessus, voilà, on a échangé. Je lui ai donné ma carte et maintenant, il vient de temps en temps boire ou manger un truc ici. Donc, je pense que ça fait partie aussi Du travail, quoi. Ouais. Et par rapport à ce réseautage, est-ce que c'est difficile la concurrence? Enfin, tu es quand même sur une place où il y a plusieurs cafés finalement. Est-ce que ça, tu sens comme concurrence, ou alors c'est plutôt une bienveillance et une collaboration entre commerçants de la région? Alors, en règle générale, moi, je vois pas vraiment de concurrence parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'établissements qui font la même chose que moi ici. Moi, j'ai jamais travaillé en ayant cette idée en tête qu'on soit concurrent, vraiment. Maintenant, on est à Pervé, c'est un peu plus petit, c'est une ville moyenne, mais il faut pas oublier quand même que c'est une ville, je tiens à le préciser, parce que c'est important. Parfois on l'oublie et voilà, c'est vraiment important de dire qu'on est une ville, donc il faut avoir cette ouverture. Enfin, il faut que les gens aient l'envie de se lancer, ouvrir des choses ici, parce que clairement il y a un très gros potentiel, parce qu'il y a une demande en fait, tout simplement, il y a une demande. Moi, en ayant un concept comme ça assez particulier, et en vendant des produits que les autres ne vendent pas forcément, je n'ai pas l'impression vraiment d'avoir de la concurrence. On me pose souvent la question parce qu'il y a un bar qui a été repris ici à côté. Bon, on se connaît assez bien, donc on se connaît assez bien. C'est une connaissance et puis voilà, on a de la chance, on communique quand l'un a besoin de quelque chose, on est là l'un pour l'autre. Et je pense, en tout cas pour ma part, mais je pense que lui aussi, sans parler pour lui, on ne se voit pas comme de la concurrence, on se complète vraiment. Je pense que c'est l'une des meilleures façons aussi de voir les choses dans ce métier. Clairement, c'est déjà, la restauration, c'est un métier qui est très compliqué. Difficile, ouais. En termes d'horaire, gestion, gérer la clientèle, les stocks, machin. C'est déjà beaucoup de pression, beaucoup de problèmes. Alors si en plus on se dit que l'autre fait mieux ou moins bien, ou chic ou tchac, c'est vraiment pas ma vision des choses. Et moi je suis très contente qu'il y ait des nouvelles choses qui ouvrent autour de moi en fait, parce que généralement ça m'amène du monde. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, ouais, clairement. Tu parlais justement des difficultés des horaires dans le milieu de l'Horeca. Est-ce que tu constates un changement par rapport, par exemple, au fait de devoir recruter des employés? J'ai un peu ce sentiment, ça m'appartient peut-être. Les gens sont moins motivés à travailler dans l'Horeca parce que c'est difficile de travailler les week-ends, c'est difficile de travailler le soir. Et on voit de plus en plus d'annonces de disponibilité pour le milieu de l'Horeca. Est-ce que toi, tu le vis? Donc moi, j'ai toujours travaillé avec beaucoup d'étudiants et des boîtes intérim parce que j'avais pas forcément envie de faire des contrats sur le long terme parce que j'ai un peu de mal à laisser mon bébé à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un petit regret si jamais je devais faire les choses autrement. Ça, je ferais autrement, clairement. Je me ferais beaucoup plus aider. Je déléguerais à des gens professionnels. Mais en fait, c'est encore un lieu qui est, j'y suis beaucoup trop attachée pour mettre quelqu'un d'autre totalement à ma place et donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est un truc, c'est un problème clairement parce que les gens ils veulent plus travailler les week-ends et je comprends. Après moi j'ai encore une autre façon de vivre par rapport à ça, c'est que j'ai toujours bossé les week-ends donc en fait moi je m'en fous des week-ends. Concrètement, je m'en fiche mais totalement. Enfin là du coup je te dis je rebosse la semaine. Ben après si moi je peux trouver un job où je fais vendredi, samedi, dimanche et que je fais 10 heures d'affilée par jour, ça me va très bien quoi. En fait, j'ai pas T'as pas de problème avec le fait de pas avoir tes week-ends? Ouais, non, moi ça me dérange pas, je suis vraiment habituée, donc c'est vraiment un concept, je pense. Le problème est peut-être lié au fait du salaire, même si c'est toujours négociable. Moi je suis quand même je suis indépendante, c'est une petite structure. Je n'ai pas la possibilité, comparée à des restaurants plus de chaînes ou ce genre de choses, à donner des sommes comme eux peuvent le faire. Donc ça, c'est déjà une chose et c'est normal. Enfin, moi, je le comprends, j'en veux à personne. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment travailler avec des étudiants. En plus, enfin, voilà, en 6 ans, j'ai eu 2 mauvaises expériences avec 2 personnes différentes et encore, on s'est expliqué, etc. Mais vraiment 2 soucis plus de caractère que liés au travail, on va dire, qui sont partis et voilà, c'est totalement ok. Et ça m'a appris des choses et je pense que je leur ai appris des choses, c'est sûr. Mais à chaque fois, les gens qui ont travaillé ici, les étudiants ou les intérimaires,
étaient super contents de leur apprentissage en fait, parce qu'ils ont vraiment découvert un truc qu'ils aimaient. Et donc ils étaient pas dans l'appât du gain entre guillemets, la rémunération n'était pas vraiment l'objectif premier. Voilà, c'était pas du tout la raison pour laquelle ils venaient bosser ici, c'est parce qu'il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, on travaille avec des chouettes produits. Et puis comme je te dis là, j'ai vraiment une clientèle qui est agréable, même si encore une fois il y a toujours des petits couacs de temps en temps, mais en règle générale on rencontre des gens super. Et moi, je privilégie vraiment le moment avec le client. Donc, parfois, j'ai des étudiants, ils rigolent parce qu'ils me disent « mais je sais pas comment tu fais pour les écouter parce que tu es tout le temps à l'écoute, tu demandes toujours comment ils vont. Parfois, je vois bien qu'il y en a certains qui ont besoin de déposer, donc on parle. Je pense vraiment que la force d'un rêve, et je pense, j'ai l'intime conviction qu'un bistrot comme le mien, en tout cas, ça a vraiment ça comme objectif aussi, c'est que les gens après leur journée viennent déposer leur journée en fait, même si t'as une casquette de psy en fait. c'est un peu ça, franchement, c'est un peu ça, c'est un peu étrange de dire ça. C'est après, ce qu'on faisait à l'époque. Les bistrots étaient reconnus souvent pour venir un peu décharger la journée difficile. C'est un peu peut-être l'univers effectivement que tu essaies d'insuffler, et surtout dans ta manière d'être, très à l'écoute. Dans ce côté des pauses, est-ce que tu as des souvenirs comme ça qui t'ont marqué, des gens qui sont venus confier à toi? Ah ouais, si, on m'a déjà confié des choses assez terribles quand même. Ton commerce actuellement est à remettre? Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux nous expliquer la raison de cette décision? Oui, en fait, j'ai vraiment envie d'évoluer, de me lancer vraiment dans une autre expérience en fait, concrètement. Tout d'abord, retrouver une stabilité dans ma vie privée, et par ça, je dois vraiment... Allez, je sais, c'est un peu bizarre, mais j'ai un coach de vie et tout ça qui m'indique plein de choses. Et en fait, je dois casser mon rêve pour en créer un autre. En gros, c'est ça. Okay. En gros, c'est vraiment ça. Et j'ai besoin de reprendre du temps pour moi. Je n'ai rien de grave, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs dans Pervé, qui est une ville, mais un peu village par moment, qui a ses bons côtés d'ailleurs, parfois. Parce que du coup, je trouve que c'est une ville assez soudée quand même. Comment expliquer? Du coup, j'ai eu des petits soucis de santé, mais rien de grave, où vraiment j'ai besoin de repos en fait. Ouais. Voilà, la charge aussi, les gens qui déposent comme ça beaucoup, mine de rien, psychologiquement, c'est pas toujours évident, même si encore une fois, je le fais et quand je sais pas le faire, c'est pas ta formation non plus. Ouais, voilà, c'est pas ma formation de base non plus. Ouais, c'est vraiment envie de changer d'expérience, une nouvelle aventure. J'ai envie de reprendre plus de formation aussi dans ma base, donc en tant qu'éduc aussi. Donc voilà, sans regret. Un chapitre qui se tourne et une nouvelle aventure qui va commencer. Ouais, clairement. J'espère juste vraiment qu'il y aura des personnes motivées à reprendre, parce que l'expérience est vraiment belle. Je trouve que là, j'ai déjà bien avancé le boulot, quoi. Alors venez. Venez, franchement, j'ai bien avancé le boulot, je pense. T'as bien bossé. Ouais, je pense. Est-ce que tu veux nous faire part de projets qui t'animent? C'est toujours dans le social, hein. Ouais, j'ai vraiment un rêve derrière tout ça. Mais en tout cas, actuellement, vraiment, c'est pause. Pour moi, pour ma part, les projets qui m'animent pour le moment, c'est vraiment de me ressourcer, de revoyager un petit peu, aller un peu m'inspirer comme j'ai fait, et puis on verra. Puis je reviendrai et je vais tout niquer. Ah bah super. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre échange avec Jessie. Un grand merci à elle d'avoir partagé avec nous son parcours inspirant, rempli de rêves et de défis et de courage. Son histoire nous rappelle que si la force d'un rêve peut nous porter vers des sommets inattendus, il faut aussi savoir accepter que les chemins empruntés ne mènent pas toujours à la destination espérée. Le plus important est le voyage en lui-même et les leçons que l'on en tire. J'espère que ce témoignage vous a touché et inspiré autant que moi. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions en commentaire. Et surtout, continuez à croire en vos rêves, car même si parfois ils changent de forme, ils sont toujours là pour nous guider. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Côté Canap'.